Mardi 10 avril, bonjour et bienvenue à l'émission On s'investit. Bon retour d'un long congé de Pâques, en tout cas en ce qui nous concerne. Les places boursières étaient bien sûr ouvertes hier. Transactions négatives dans l'ensemble sur les places boursières en Amérique du Nord. En Europe, c'était la réouverture des marchés aujourd'hui. Alors, on réagit sur les marchés européens aujourd'hui avec des reculs vraiment prononcés. On parle de pertes de plus de 2 même 3 de recul pour le CAC 40. Pour toutes sortes de raisons, on s'inquiète de la crise de la dette à nouveau en Europe, mais également, on réagit à ces statistiques de l'emploi aux États-Unis. On vous en a parlé vendredi dernier, alors que l'économie américaine a presque créé la moitié moins d'emplois que prévu, 120 000 emplois à l'environ, alors qu'on s'attendait à pratiquement 2 fois plus pour la croissance de l'emploi aux États-Unis. Et on poursuit avec des reculs sur les places boursières en Amérique du Nord aujourd'hui. Le S&P TSX est passé sous les 12 000 points, 11 933, un recul de près de 1 un peu moins de 1 Là où on voit des reculs de 1 c'est du côté du marché américain. Le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq reculent dans l'ensemble d'environ 1 Encore là, ça s'explique par, de façon générale, une inquiétude sur la croissance de l'économie à travers le monde, particulièrement sur le marché canadien. Ce sont les matières premières, l'énergie qui recule. Entre autres, demain, on va publier les statistiques sur les stocks de brut aux États-Unis, qui va nous permettre un peu d'évaluer, évidemment, la demande hebdomadaire des stocks de brut. On s'attend à une augmentation de l'offre. Ça fait replier les titres énergétiques dès aujourd'hui, ce matin. Et l'autre point très crucial, on attend, après la fermeture des marchés, la publication des résultats d'Alcoa, géant de l'aluminium, qui pourrait présenter une perte nette. Ce serait sa seconde perte trimestrielle depuis 2009 à être dévoilée. On anticipe un recul, en fait, de l'activité ou du marché de l'aluminium en Chine, qui est évidemment le plus important marché. Alors, pour le moment, les anticipations sont négatives. Le titre d'Alcoa recule et on sait que la publication de ces données-là donne toujours le ton à l'ensemble de la publication des résultats financiers trimestriel. Là-dessus, nous accueillons Michel Marcoux pour davantage de services financiers pour passer en revue cette semaine des fonds communs de placement. Bonjour, Michel. Bonjour, Sophie. On aura des questions très spécifiques un peu plus tard également auxquelles on va répondre. Portefeuille, c'est assez intéressant quand même. On veut se constituer un portefeuille diversifié, mais à partir de fonds spécialisés, de fonds communs spécialisés. Vous allez y aller de vos suggestions, mais tout d'abord, première portion, le marché. Une semaine qualifiée de comment? Est-ce que c'est une très mauvaise semaine la semaine dernière. Je pense que c'est une semaine à oublier. Puis on se rend compte que finalement, la bourse, qu'il y a à peine quelques semaines, les gens voyaient de façon très positive pour l'année, tout ça. D'un coup, il y a un recul important, puis on est en train d'effacer pratiquement tous les gains qu'on avait depuis le 1er janvier. Mais on commence par la citation de la semaine qui dit « N'essayez pas d'avoir raison contre le marché, sinon vous irez au-devant des lourdes pertes. » Et pourquoi cette citation-là ce matin? C'est qu'il y a beaucoup de clients, des fois, qui s'entêtent dans un marché, par exemple, que le marché baisse, qui vont un titre, on voit ça souvent, le titre baisse. Puis le meilleur exemple qu'on peut donner de ça, c'est le titre de Nortel. Je me souviens très bien quand il était monté à 124 $, il a descendu à 85 $, du monde en rachetait, puis disait ça ne peut pas faire autre chose que reprendre sa place à 124. Puis à 24 $, les gens avaient la même réaction, puis finalement, on sait l'histoire-là. Il faut faire attention quand on choisit un titre dans un marché, on s'entête pas, c'est pas une histoire d'amour. Il faut que ça soit très rationnel. Puis souvent, on en parle avec Carl qui, explique comment il analyse un fonds. Je pense un titre, un fonds, il faut faire attention, puis surtout y aller avec rationalité. Oui, absolument. Maintenant, si on regarde le marché dans son ensemble, la semaine passée, notre indice de la Bourse de Toronto, très mauvaise semaine avec moins 1,91 pour un total de 1,24 depuis le 1er janvier. Alors, c'est quand même jusqu'à date très, très faible. Mais on sait que ça peut changer rapidement. Alors, je pense que les gens qui ont un portefeuille bien diversifié, eux vont quand même rester mieux dormir, en tout cas, que ceux qui ont portefeuille trop d'actions. Dow Jones en baisse de 0,56, mais quand même 7,68 en hausse depuis le début de l'année. S&P 500, aussi une semaine de baisse avec 0,3 mais 11,83 à la hausse. Nasdaq, 0,48 à la baisse, mais 18,25 à la hausse depuis le début de l'année. On en parle, on en a parlé. Le marché américain, beaucoup de gestionnaires. Moi, je lis énormément de gestionnaires qui, actuellement,
mise de plus en plus sur le marché américain pour les prochains mois. Est-ce que ça va être une réalité? Mais en fait, c'est une tendance, en tout cas. Oui. Shanghai, 1,02 à la hausse pour 3,93 à la hausse depuis le début de l'année. Maintenant, si on y va par secteur, Fonds d'action canadienne, c'est 1,7 négatif. Là, c'est une erreur. Il manque un... Négatif? Négatif, oui. Il n'y a pas de miracle. Là, les fonds, il y en a des bons, mais il y en a aussi des mauvais. Fonds d'obligation canadienne avec moins 0,4 Fonds d'action américaine avec moins 0,6 Fonds d'action international avec 2,2 à la baisse toujours. Fonds équilibré, 0,8 à la baisse. Petite capitalisation canadienne aussi à la baisse, moins 1,3 Fonds d'action de revenus et dividendes, 1 à la baisse. Fonds de ressources, moins 3,1 Fonds de métaux précieux, moins 5,6 Ouais, donc, alors, tout est négatif et on voit que c'est venu beaucoup des matières premières, justement, comme on le disait. C'est ce qui se poursuit aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, et il n'y a pas de miracle au Canada. Hein. Quand le prix du pétrole va baisser, quand les métaux précieux baissent, les ressources naturelles baissent, bien évidemment, on le voit sur tout le reste des fonds. Et là, on constate encore une fois, mais ce recul hebdomadaire des fonds d'obligation. Oui, c'est pas... Les fonds d'obligation, je vous dirais que c'est la chose actuellement... Qui n'est pas une constatation habituelle. Qu'on tente de sensibiliser le plus les investisseurs, c'est de dire, faites attention, les gens se sentent en sécurité quand on parle de revenus fixes, quand on parle d'obligations, quand on parle de certificats de dépôt. Actuellement, ces gens-là perdent des sous et ils perdent leur pouvoir d'achat, ne battent pas l'inflation. Et je vais vous sortir tantôt une petite nouvelle intéressante à ce propos-là. Si on regarde maintenant le fonds de la semaine, c'est le Dynamic Power catégorie croissance mondiale. Pourquoi un fonds mondial? Bien, on sait qu'actuellement, notre dollar canadien vaut quand même assez cher. Donc, on peut investir à l'international à bon prix. L'autre nouvelle, bien, on sait que le Canada a très bien fait dans les 10 dernières années. Beaucoup de gestionnaires pensent que les 10 prochaines années pourraient être plus le marché américain. On sait que beaucoup de fonds, dont ce fonds-là, par exemple, est à 53,6 aux États-Unis. Puis c'est le cas souvent de beaucoup de fonds mondiaux ou internationaux. Par contre, c'est un fonds qui n'est pas fait pour tout le monde. Le fait qu'il soit à l'international, il représente un risque d'investissement et un risque de taux de change. Deuxièmement, dès qu'on parle chez Dynamic de la famille Power, c'est des fonds qui sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus dynamiques. Hein? C'est des fonds qui vont monter plus et baisser plus aussi. Donc, c'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est quand même un excellent fonds. Son gestionnaire, M. Blackstein, est là depuis 2001, je crois. C'est un fonds qui est plus ou moins gros, 563 millions, c'est pas très gros. Par contre, ceux qui aiment les frais de gestion faibles, à 3,81, c'est un des fonds... C'est faible, ça, 3,81? Non, pour ceux qui aiment les fonds faibles, à frais de gestion, ce fonds-là n'est pas dans cette catégorie-là, avec 3,81. Par contre, ce qu'il faut toujours garder, puis c'est toujours aux gens, même à 3,81, ce gestionnaire-là, sauf la dernière année, bat toujours le marché de beaucoup. Si on prend les 2 dernières années, c'est 14 de rendement annuel, donc annualisé, alors que le marché a fait 4,6 Alors, malgré les frais très élevés, ce gestionnaire-là a su se démarquer. Puis si on prend sur 10 ans, c'est 6,1 annualisé, alors que le marché, c'est 0 Et ça, les gens oublient souvent ça, que quand on parle de fonds mutuels, je le répète souvent, c'est toujours net dans vos poches. Les résultats sont nets de frais. Et donc, sauf que quand on arrive dans un contexte de marché plus difficile, où les rendements sont moins alléchants, moins intéressants, évidemment, le fonds qui demande un frais de gestion plus élevé, inévitablement, va écoper davantage. Puis encore plus dans les fonds de revenus ça. fixes. Si on regarde les fonds de revenus fixes, les fonds d'obligation, par exemple, actuellement, bien, déjà, la marge, il n'y en a pas. Le rendement est négatif. On rajoute les frais de gestion. C'est très difficile actuellement. Alors, c'est un fonds très intéressant. C'est un fonds qui est très volatile, qui n'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est un fonds que les gens qui sont un peu patients, c'est un fonds marché américain, marché international, pour la diversification, très intéressant. Et qu'on détient à long terme. Qu'on détient à long terme. Tous les fonds, sauf les fonds d'obligation court terme, par exemple, fonds monétaires, on achète pour le long terme. Les gens oublient souvent quand on investit pas pour une semaine, pour un mois. Puis les gens, des fois, ils achètent un fonds, puis ils rappellent un mois après, ils disent « finalement, il n'est pas bien bon, je vais l'avoir. » Mais est-ce que vous constatez, depuis le temps que vous exercez cette profession-là, que les gens ont tendance à transiger à plus court terme leurs fonds communs qu'avant, où on garde vraiment l'objectif du long terme? Parce que dans le cas des actions, on a constaté, et je ne me rappelle pas qui nous avait fait part de cette statistique-là, mais on a constaté que maintenant, on transige des actions pratiquement aux 3 mois. Oui. On ne les détient plus du tout à long terme. Est-ce qu'on peut voir le même phénomène dans le marché des fonds communs de placement? En fait, oui, ça existe. Moi,
je le vois moins parce que les gens qui ont tendance à faire ça, je ne les veux pas comme clients. Parce que vous savez, les gens qui font ça ne font pas d'argent. Une des grandes caractéristiques des gens qui ne font pas d'argent, c'est qu'ils transigent trop souvent. Dalbar, la firme qui fait beaucoup de recherches aux États-Unis, l'a démontré de nombreuses fois. Alors, je n'ai pas besoin dans mon portefeuille de ce genre de clients-là. Puis ces gens-là vont avoir tendance à aller plus, par exemple, chez des escompteurs. Vous savez, les banques nationales... on va transiger soi-même. Des choses comme ça, on va transiger soi-même. Puis est-ce qu'il n'y a aucun conseiller financier qui a envie de gérer? De toute façon, souvent, il n'y a pas de frais de courtage. Alors, il reste quoi? Il reste des clients qui bougent puis ils ne font pas d'argent. Alors, c'est pas très intéressant. Des nouvelles de la semaine? Oui. Sprott lance un nouveau fonds équilibré. En fait, c'est assez drôle parce que c'est un fonds équilibré qui va avoir beaucoup de métaux précieux, mais qui va être moins à risque que les fonds qu'on connaît de la famille Sprott. Pourquoi ils font ça? Bien, c'est parce qu'ils disent, selon son gestionnaire, qui est M. John Wilson, lui est convaincu que il va y avoir une inflation qui va être importante dans les prochaines années, comme M. Sprott d'ailleurs, qui est à Montréal aujourd'hui. D'ailleurs, j'imagine qu'on va en entendre qu'on a essayé d'avoir ici à l'émission, mais bon... Prochaine visite, probablement, j'espère. Qui pense que les pays ont émis trop de monnaie, impriment trop. Alors, dans les prochaines années, il y aura encore plus d'inflation. C'est pour ça que M. Sprott considère que les métaux précieux, c'est encore un secteur, une catégorie importante à avoir dans son portefeuille. Le nouveau fonds équilibré, Sprott va avoir 20 à 35 titres seulement. Alors, très concentré. Contrairement des fois à des 200 titres qu'on va avoir dans les fonds de M. Sprott. Alors, mais il devrait être moins à risque que les autres fonds Sprott, moins volatile. Alors, pour ceux que ça l'intéresse, ça peut être un fonds intéressant. Placement Banque nationale ferme ses fonds protégés. Vous savez, des fonds qu'on appelle distincts, capital garanti, avec une échéance, tout ça. Il n'y en aura plus. C'est une bonne nouvelle. C'est des produits qui sont souvent mal vendus. C'est des bons produits dans certains cas, mais qui sont trop vendus et trop mal vendus, à mon avis. Les frais de gestion sont absolument... on dit que ça coûte déjà cher. Souvent, ces fonds-là coûtent jusqu'à 50 Donc, on protégeait le capital si on conservait ce fonds-là pendant par exemple, 7 ans, 10 ans ou des choses comme ça habituellement. C'est comme beaucoup de compagnies d'assurance le font. Eux trouvaient qu'il n'y avait pas de marché pour ça, alors ils ont décidé de liquider les fonds. Mais ça a coûté très cher aux institutions financières avec la crise de 2008, ces fonds-là. Ça n'a pas coûté si cher que ça, non. Parce que si vous prenez depuis 10 ans, si vous regardez SpotTrack, il n'y a presque pas de fonds d'action qui ont eu des rendements négatifs, presque pas de fonds équilibrés non plus. Ça coûte cher à court terme. Ils sont obligés de mettre probablement des sous de côté pour prévoir, mais le marché sur 10 ans a rarement fini négativement. Il y a une consultante en services financiers qui s'appelle Mme Fulda, qui va être en juin invitée par l'Association des courtiers au Canada, qui dit qu'actuellement, il y a à peu près 3 billions d'actifs de placement au Canada. 3 000 milliards, oui. Oui. Et de ce montant-là, il y en a un tiers qui se trouve dans des comptes de dépôt. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de ces sommes-là, 33 qui seraient dans des comptes courants, des comptes d'épargne qui rapportent absolument rien. L'autre tiers serait en placement à court terme ou à brève échéance de moins d'1 an. Donc, il reste seulement un tiers des placements totaux au Canada qui seraient investis, par exemple, dans des actions, dans des fonds équilibrés, tout ça. Et elle se pose la question, il faut que cet argent est là en quelque part parce que les gens n'ont pas le choix d'avoir du rendement sur leur capital. Et les produits que les gens achètent actuellement ne donnent rien, même dans la plupart des cas, des rendements négatifs. Alors, elle dit, ces gens-là ont des besoins qu'ils comprennent mal et qui évaluent mal. Intéressant. Merci, Michel Marcoux. Vous allez revenir tout à l'heure? Oui. Oui, il y avait encore des choses à dire. On va les dire tout à l'heure. Après la pause, Yves Uzero.